Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, une fois de plus, cette année encore, c'est un événement en visioconférence qui nous réunit ce soir autour des travaux de l'École française d'Athènes. Je remercie chaleureusement l'Institut français de Grèce qui, comme l'an dernier, nous permet de bénéficier de son auditorium dans la tradition de toutes les années précédentes. Devant cet auditorium vide, je ne peux que souhaiter que l'an prochain, en 2022, nous retrouvions tous ensemble à la fois cette salle et les jardins de l'École française d'Athènes pour la prochaine conférence annuelle. Je l'espérais déjà en juin dernier et je l'espère d'autant plus vivement en cet été 2021. Depuis 1 an et demi, depuis mars 2020, nous vivons ainsi de visioconférences en confinement, de repli en attente d'ouverture, et l'espoir de voir se terminer cette longue attente nous a permis de nous projeter dans l'avenir et aussi de nous concentrer sur l'essentiel. Et cet essentiel, finalement, c'est plus que jamais la nécessité d'entretenir par la présence tous ces liens qui constituent le tissu de la recherche. Oui, nous pouvons devenir experts en conférences à distance, nous pouvons nous équiper des meilleures technologies, et certainement, l'habitude acquise de diffuser des événements en live streaming perdurera, car c'est un formidable moyen de relier ceux qui sont présents à Athènes avec des collègues du reste du monde. Mais nous avons besoin de 2 choses fondamentales pour que la recherche vive à son niveau d'excellence. Nous avons besoin du terrain, qu'il s'agisse des sites archéologiques, des contextes, des archives, et nous avons besoin de travailler ensemble, en présentiel, avec des collègues qui partagent leur expérience, leur interprétation, leur sensibilité. Toutes choses humaines qui font la qualité de la recherche et qui ne peuvent se réduire à l'algorithme d'une invitation sur le web. Aussi, n'est-il pas facile de dresser le bilan des activités de l'école en confinement pour l'année 2020 qui s'est écoulée presque tout entière au rythme de la pandémie, mais je veux commencer par remercier les autorités françaises et grecques pour le soutien qu'elles accordent à l'école, y compris en temps de crise. Notre tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, qui est aussi la tutelle du réseau des écoles françaises à l'étranger, dont l'École française d'Athènes fait partie. J'ai eu l'honneur de présider ce réseau tout au long de l'année 2020 et d'en organiser les réunions de concertation. Le ministère des Affaires étrangères soutient également notre activité dans les 3 pays où l'école développe des recherches, en Albanie, en Grèce et à Chypre, par les financements de la Commission des fouilles et par l'appui de ses ambassades. Que nos ambassadeurs, M. Patrick Maisonnave en Grèce, Mme Elisabeth Barsac en Albanie, Mme Salina Grenet-Catalano à Chypre, trouvent ici l'expression de la reconnaissance de l'école pour leur soutien. Je veux aussi remercier en Grèce les institutions qui soutiennent notre activité, tant au ministère de la Culture et des Sports avec la Direction générale des Antiquités, que dans ces différentes directions des anastyloses, des restaurations, des musées et expositions, des antiquités préhistoriques et classiques, des antiquités byzantines et post-byzantines, ainsi que dans les éphories, celles de Kavala, de Béotie, de Phocide, d'Arta, des Cyclades, d'Argolide, du Lacitie, d'Héraclione et l'éphorie des antiquités sous-marines. À Chypre, la direction des antiquités, et en Albanie, l'Institut archéologique. À tous ces collègues et amis, je redis ma profonde reconnaissance au nom de l'École française d'Athènes pour leur accueil et leur soutien généreux. J'exprime également mes plus vifs remerciements au soutien des fonds publics qui ont permis notre activité en 2020, ainsi qu'à nos partenaires privés et aux fondations qui soutiennent financièrement notre action. Enfin, les municipalités sur les sites de fouilles sont très souvent engagées dans le soutien à nos opérations archéologiques et elles apportent un appui logistique extrêmement précieux. Qu'elles en soient chaleureusement remerciées. Si l'accès au terrain a été limité en 2020, le bilan des activités de l'école n'est pourtant pas mince. Et je tiens encore une fois à adresser à l'ensemble du personnel de l'école toutes mes félicitations et toute ma reconnaissance. Tant d'énergie a été déployée par chacune et chacun, malgré tous les obstacles, pour que, dans le respect de la sécurité, mais aussi avec la plus grande ténacité, l'école poursuive son travail.
Heureusement, vous le voyez, l'année 2020 avait pu être encore inaugurée en janvier par la traditionnelle Pita, dont le souvenir a encouragé l'ensemble de l'école tout au long des mois masqués qui ont suivi. Vous en voyez les résultats en chiffres pour l'année 2020. Sur le terrain, il n'était presque pas possible de faire venir des chercheurs et des étudiants depuis la France. Alors, plusieurs opérations de fouilles ont dû être reportées et nous avons fait le choix de réorienter la saison 2020 en privilégiant les travaux qui pouvaient se faire avec des équipes sur place et en mettant l'accent principalement sur des travaux de topographie et de restauration avec l'appui des éphories. Sur les missions de terrain qui étaient initialement prévues, seule la moitié, soit une cinquantaine d'opérations, ont tout de même pu se tenir en Grèce et en Albanie avec des adaptations. À Chypre, où il n'était pas possible de se rendre à partir de mars 2020, nous avons été contraints de reporter les travaux de terrain. Heureusement, le riche bilan de l'année 2019 que j'avais pu vous présenter l'an dernier a alimenté sur tous les sites de nombreux travaux d'études et de publications. Sur les 6 autorisations de fouilles accordées pour l'année 2020, seules 3 opérations ont pu avoir lieu au cours de l'automne 2020 à Malia, à Dréros et à Égine. En Crète, sur le site de Malia, une série de sondages a pu être réalisée au début de l'automne dans le secteur du bâtiment Pi afin de terminer l'exploration de ce secteur pour établir un relevé précis des structures architecturales. On se trouve ici dans un quartier urbain qui complète nos connaissances sur la ville minoenne. L'objectif de la fouille de 2020 était de mieux comprendre l'articulation entre le bâtiment Pi à l'est et le reste du quartier Delta à l'ouest, afin de terminer l'étude de ce secteur. Au centre de la zone, on a repéré un couloir au sol composé de dalles calcaires et d'enduits blancs et colorés et un escalier à 2 volets. Le sol dallé et enduit se poursuit vers l'ouest, tandis que du côté est, le sol enduit était bordé d'une base de colonnes et d'une canalisation. Plusieurs vases complets ont également été mis au jour. Ce secteur, vous voyez, révèle aussi une architecture protopalatiale très soignée, confirmant le niveau élevé atteint dans le domaine des techniques d'architecture et d'urbanisme à Malia dès le Minoen moyen, donc vers 1800 avant notre ère. Un peu plus loin, l'exploration complémentaire du bâtiment dit de Chryssolakos a permis de préciser la chronologie et le phasage de l'édifice, en particulier la date de construction du quadrilatère monumental appelé tétragone et la nature de la première occupation. Les sondages ont démontré la présence d'un édifice antérieur daté grâce à la céramique de la période protopalatiale, tandis qu'un sondage au nord a permis d'abaisser la chronologie de la fondation du tétragone. Plusieurs fragments d'ossements humains très fragmentaires proviennent sans doute de tombes détruites par la construction du premier édifice. D'autres recherches à Malia ont complété notre connaissance de la ville minoenne grâce à une double prospection géomorphologique et géophysique destinée à préciser l'extension de l'occupation urbaine de Malia et l'articulation avec le marais côtier. Elle a été complétée par un levé topographique LIDAR et photogrammétrique par drone qui, grâce à un partenariat avec la MSH de Clermont-Ferrand, a permis également de tester les capacités de nouvelles technologies. L'objectif principal était de vérifier la capacité de capteurs LIDAR miniatures embarqués sur ce drone à pénétrer la couverture végétale méditerranéenne de la zone archéologique de Malia dans sa partie orientale et occidentale. Alors, les données en cours sont en train d'être interprétées, mais d'ores et déjà, il est possible d'identifier plusieurs secteurs construits avec une orientation commune et des rues irrégulières, peut-être aussi de repérer une place publique. Ces méthodes non destructives ont donc fourni une image de l'occupation urbaine beaucoup plus riche que celle de la seule prospection archéologique. Et elle nous aide à comprendre l'évolution de la ville depuis sa création au cours du Bronze ancien, donc vers le milieu du 3e millénaire avant notre ère, jusqu'à sa disparition vers la fin du Bronze récent.
Ces données, qui sont issues de la prospection, ne peuvent être bien comprises qu'en relation avec l'environnement du site. Et la reconstitution du paysage minoen et des dynamiques paléo-environnementales, en particulier l'évolution du trait de côte, s'appuie ici sur des méthodes d'investigation géomorphologique qui avaient été entamées auparavant par l'École française d'Athènes et ses partenaires. Ces recherches s'intéressent également aux risques naturels auxquels les habitants du site ont dû faire face. Alors qu'aucune trace du tsunami associé à la fameuse éruption du volcan de Santorin à la fin du XVIIe ou au XVIe avant notre ère n'avait pu être décelée jusqu'à maintenant sur le site archéologique, les sédiments observés dans certaines carottes géomorphologiques offrent des données intéressantes sur l'existence d'une ou plusieurs vagues ayant alors déferlé sur la plaine de Malia. Ces recherches, vous le voyez, visent donc à Malia à mieux connaître le développement de la ville minoenne, l'interaction entre le palais et les habitants des différents édifices sur le site, dont certains sont parmi les mieux préservés en Crète. C'est pourquoi l'École française d'Athènes apportera tout son appui au service archéologique grec dans le montage du dossier de classement des palais minoens, dont celui de Malia, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une autre fouille a pu être menée au cours de l'automne 2020, toujours en Crète, sur le site de Dréros. L'École française d'Athènes, en collaboration avec l'Éphorie du Laciti, a repris depuis 2009 l'exploration archéologique du site de Dréros, une cité déjà connue par l'épigraphie puisqu'elle avait fourni une des premières lois fondatrices des régimes démocratiques de la Grèce. Les fouilles de 1917, de 1932 et 1936 avaient permis la découverte d'une agora et d'un temple d'époque archaïque placé au pied de 2 acropoles que vous voyez ici et également une petite nécropole. Les nouvelles recherches ont permis de dresser le plan topographique d'une grande partie de la ville qui s'étend sur plusieurs hectares, en particulier sur les pentes des 2 acropoles. De nouvelles fouilles, en 2020, ont permis de mettre au jour plusieurs bâtiments, dont celui du secteur 5 en contrebas de l'Agora, qui a fait l'objet précisément de cette mission de l'année 2020, avec 5 nouveaux sondages. Il s'agit d'un grand bâtiment, en partie recouvert par un four à chaud moderne. Ce bâtiment est composé d'une pièce à foyer central, de 2 longues apothèques et d'une cour dotée d'une citerne. Il a livré un abondant matériel céramique d'époque hellénistique, essentiellement des pitoïs et de la céramique fine à vernis noir, quelques monnaies et de nombreux pesons. Une banquette installée dans l'angle de la pièce 4 a été mise au jour, sur laquelle, vous le voyez ici sur la photo, un amoncellement de mâchoires et de cornes animales, ainsi que 2 vases entiers, dont un d'époque archaïque, ont été dégagés. Au pied de cette banquette a été retrouvé un cratère. Ces nouvelles découvertes conduisent à s'interroger sur les fonctions de cet édifice singulier, édifice tout à la fois lieu de réunion, lieu de stockage, espace cultuel, un ensemble qu'il faut certainement relier à l'organisation sociale et politique de la cité de Dréros, qui, à l'époque hellénistique, est au sommet de sa puissance. La cité était dotée d'un important centre monumental autour duquel se développait un espace urbain flanqué de 2 acropoles. Sur l'acropole ouest, des recherches précédentes avaient permis de confirmer l'identification du temple, fouillé en 1917, installé sur un lieu de culte plus ancien d'époque archaïque. L'acropole est, que vous voyez ici, représente quant à elle un autre enjeu scientifique important, puisqu'elle est la seule des 2 collines qui composent le site à avoir été fortifiée. Les sondages réalisés précédemment ont montré également l'importance des niveaux d'occupation et des structures à l'époque byzantine et à l'époque vénitienne. Pour 2020, 3 sondages étaient prévus pour préciser l'architecture de l'enceinte, sa chronologie et son type. Mais en raison des moyens d'action réduits cette année, seul un sondage a pu être entrepris avec une petite équipe. Et ce sondage a permis de préciser la structure du mur ouest de l'enceinte au point de raccordement de 2 branches du rempart qui comportaient une rampe et une entrée, ce qui permet de comprendre qu'il s'agissait d'une zone clé du système défensif. La 3e opération de fouille réalisée en 2020 nous conduit à Égine.
Mené par l'École française d'Athènes avec l'Ephorie des antiquités sous-marines et l'Université d'Aix-Marseille, cet important programme associe de nombreux partenaires internationaux. L'objectif du programme est d'étudier les installations portuaires de la Cité d'Égine, l'une des plus grandes puissances navales et commerciales de l'époque archaïque et classique dans l'archipel égéen. La façade maritime de la cité est aujourd'hui en grande partie submergée et constitue un ensemble absolument exemplaire. Elle comprend une série d'installations portuaires de grande ampleur qui se situent chronologiquement entre la fin du VIe siècle avant notre ère et l'époque byzantine tardive. On y trouve un port militaire fortifié, flanqué de hangars à bateaux, destinés à protéger la flotte. On y trouve aussi des installations côtières et un système de fortification sur la façade maritime, seul exemple aussi bien documenté pour le monde grec de cette période. En 2020, des sondages archéologiques sous-marins dans les hangars à bateaux ont permis de finaliser le relevé architectural que vous voyez sur cette orthophotographie pour comprendre la construction de ces hangars. Et les sondages ont permis également de prélever des échantillons de bois et de mortier hydraulique pour des analyses qui préciseront ultérieurement la datation. La tour d'entrée nord du port a fait l'objet d'une étude architecturale et de relevé, de même que toute la fortification du port militaire. La couverture photogrammétrique a été réalisée sur plus de 60 mètres sur la fortification aujourd'hui submergée, permettant ainsi de disposer d'une topographie très précise de cet ensemble. C'est donc une accumulation de données de terrain que nous avons maintenant et qui sera très précieuse pour l'étude archéologique et historique à venir. Sur la côte, à la baie de Colonna, des sondages côtiers ont dégagé un ensemble de pitoïs d'époque byzantine qui semble appartenir à une structure artisanale. À ces trois fouilles s'ajoutent de nombreuses opérations de terrain qui, cette année, ont plus particulièrement mis l'accent sur des travaux de restauration avec des équipes sur place. Ces travaux de terrain sont toujours précédés d'une phase de documentation, le plus souvent par photogrammétrie, qui permet d'établir un état détaillé des vestiges et de faire progresser la modélisation numérique du site. En Crète, sur le site de l'Anavlokos, l'École française d'Athènes mène une importante exploration archéologique de ce vaste ensemble qui documente la transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer, avec une première occupation à la toute fin de la période minoenne, puis un développement de l'habitat et des zones cultuelles et funéraires jusqu'au 7e siècle avant notre ère. En 2020, la consolidation de ce grand tumulus funéraire que vous voyez à l'écran, tumulus de la nécropole, a été achevée en créant un rendu aussi proche que possible de l'original et lui-même documenté en 3D. L'étude du matériel issu des fouilles précédentes sur l'Anavlokos a également largement bénéficié des travaux de restauration lors de cette campagne. En effet, les collages entre les fragments de figurines zoomorphes qui avaient été découverts précédemment ont révélé des objets cultuels absolument inédits, datant de la fin de la période minoenne, comme ce serpent entortillé autour du corps d'une statuette de taureau. L'étude des 600 figurines de terre cuite issues d'un même dépôt votif découvert au sommet du massif de l'Anavlokos livre aussi, peu à peu, de nouvelles informations sur les pratiques cultuelles entre l'époque protogéométrique et l'époque classique. À Délos, encore, cette fois, dans les quartiers nord de la ville antique, un important programme de restauration des îlots d'habitation a commencé en 2020 grâce à la Fondation Kaplan. Ces vestiges documentent de manière exceptionnelle les formes d'habitat et la vie quotidienne de la population de Délos des 2e et 1er siècles avant notre ère dans cet important centre de commerce et de la vie religieuse en Méditerranée orientale. Notre programme, en 2020, a porté sur 4 îlots d'habitation appelés îlots des bijoux, îlots des bronzes, îlots des comédiens, maison des sceaux avec la maison de l'épée attenante. Ce sont donc 18 maisons, plusieurs installations commerciales et artisanales et une dizaine de rues, soit plus de 6000 m² qui ont été intégralement nettoyés pour la première fois depuis leur dégagement qui avait été réalisé dans les années 60 et 70 pour la plupart d'entre eux.
Ce nettoyage de grande ampleur a permis d'assurer une visibilité exceptionnelle pour la documentation des vestiges. Une couverture photographique complète et un relevé photogrammétrique aérien et terrestre ont ensuite été réalisés. Ils documentent désormais de manière exhaustive pour toutes les opérations ultérieures l'état actuel des monuments. Puis, des travaux de consolidation des murs ont été effectués et des fragments de stucs et de revêtements muraux ont été mis à l'abri au musée. Comme les années précédentes, les travaux de l'année 2020 font, vous le voyez, un large usage des nouvelles technologies appliquées à l'archéologie. Le temps du confinement nous a servi aussi à avancer sur la mise en œuvre de certaines restitutions 3D. C'est par exemple le cas à Apollonia d'Illyrie en Albanie. En mars 2020, un colloque sous les auspices de l'ambassade de France en Albanie avait réuni les équipes juste avant le début du confinement à Tirana et à Apollonia. Ensuite, seule une mission d'études architecturales de la fortification a pu se tenir sur le terrain en 2020. Les opérations de relevés architecturaux ont concerné le grand secteur du rempart Est sur 350 mètres linéaires de murs de fortification avec tous les moyens numériques offerts par les orthophotographies et les modèles 3D. De plus, en partenariat avec l'Université de Cergy, la restitution 3D numérique de l'ensemble de la ville antique à l'époque impériale a été achevée pendant le confinement. Cette restitution, c'est à la fois un instrument heuristique qui permet de dégager pour les prochaines années les questions d'urbanisme qu'il faudra résoudre par des prospections géophysiques, des sondages et des études ciblées, mais c'est aussi une expérience de formation pour les étudiants et bien sûr un support de valorisation des recherches. À Délos, toujours au chapitre des nouvelles technologies, le bateau de l'Institut océanographique du Centre hellénique de la recherche marine, l'ELKT, a permis à l'École française d'Athènes d'achever la bathymétrie de l'île dans le cadre du programme mené en partenariat avec l'Ephorie des antiquités sous-marines. Ces moyens techniques performants ont permis d'examiner les fonds marins à moins de 10 mètres des côtes afin de produire une cartographie à l'appui des travaux menés par nos équipes et avec l'Ephorie des antiquités sous-marines sur les infrastructures portuaires. Cette cartographie exhaustive va constituer ensuite une base de travail très utile pour les futures recherches sur le port et sur l'écosystème maritime de l'île. Sur Terre, à Délos toujours, ce sont d'autres analyses qui ont été menées avec le programme d'études de la pierre à Délos, qui a poursuivi autant que possible son travail de prélèvement d'échantillons pour l'étude de provenance des marbres avec lesquels ont été construits les monuments du sanctuaire. Sur plusieurs sites de l'École française d'Athènes, la constitution des systèmes d'information géographique, c'est-à-dire de bases de données intégrant des informations géoréférencées, a beaucoup progressé en 2020 grâce à des travaux en archives avec l'appui d'ingénieurs architectes, topographes, géomaticiens et informaticiens. Ils serviront, là encore, de point d'appui pour des travaux ultérieurs, car ces SIG répondent à un besoin d'organisation et d'accessibilité de l'information archéologique sur les sites. Ils sont au service des études, de la préservation et de la mise en valeur des vestiges en partenariat avec les Ephories. Alors après les SIG de Délos puis de l'Agora de Thasos qui sont en ligne, les travaux préparatoires ont progressé à Delphes, mais aussi à Amathonte de Chypre, en particulier avec l'introduction d'un millier de tombes sur la cartographie, dont une grande partie a été géoréférencée. Sur le terrain, en 2020, nombreuses ont été aussi, pratiquement sur tous les sites explorés par l'École française d'Athènes, les études d'architecture et de matériel archéologique qui ont permis, là aussi, de faire avancer des publications qui verront bientôt le jour. À Argos, avec la poursuite des études sur l'Agora, à Kyra, sur le matériel archéologique, en Béotie, au Val des Muses, à Akraïfia, au Ptoion, à Thasos, sur la sculpture, ainsi que sur les monuments de l'Agora. Le site de Delphes aussi a concentré beaucoup d'activités de terrain et d'études de matériel archéologique, de même que le site de Délos pour achever l'étude du mur de Triarius, l'étude de l'Agora des Compétaliastes, l'étude de la maison de Fourni, de l'Héraïon, de l'îlot des Comédiens.
à Delphes, à Délos, à Thasos, mais aussi à Philippe. Ce sont des travaux d'épigraphie également qui se poursuivent sur le terrain, autant que sur les estampages et sur les photographies RTI qui permettent de progresser dans la constitution des corpus épigraphiques. Je veux m'arrêter ce soir simplement sur 2 de ces études, plus particulièrement pour vous en donner un exemple. À Thasos, d'abord dans le cadre de la publication des fouilles du port antique et avec l'appui de la Fondation Shelby White. Le port militaire de Thasos a été construit au début du 5e siècle avant notre ère et il a perduré jusqu'à aujourd'hui, servant désormais de port de pêche et de tourisme. Entre 1984 et 1992, 8 campagnes de fouilles menées par l'École française d'Athènes avec l'Éphorie des antiquités sous-marines avaient amené la découverte de structures immergées et d'un mobilier, parfois en stratigraphie, qui autorisait une datation de certaines parties du port. Plus de 500 blocs architecturaux avaient été retirés des eaux du port, constituant 2 immenses pierriers, qui sont désormais, grâce aux travaux réalisés en 2019 et 2020, organisés, relevés dans une base de données et en partie identifiés, et même pour certains, vous le voyez ici sur les diapositives, rattachés aux structures voisines du port antique. Autre exemple de ces études menées en 2020 à Delphes, dans le cadre d'une reprise de l'étude des terrasses de Marmaria et du gymnase. Et là, c'est un très important travail de récollement des vestiges qui a été entrepris. Au gymnase de Delphes, avec l'Éphorie de Phocide, les travaux portent plus particulièrement sur le xyste, cette galerie couverte qui mesure 186 mètres de long et qui est une galerie couverte qui abritait une piste d'entraînement à la course et qui était destinée à la poursuite des exercices athlétiques en cas d'intempéries ou de forte chaleur, donc dans le cadre de ce monument du gymnase de Delphes. On sait qu'il a été construit vers la fin du IVe siècle avant notre ère, et l'étude du matériel céramique issu des remblais de la construction témoigne d'ores et déjà de l'insertion de Delphes dans les réseaux d'échanges corinthiens durant l'époque classique. De plus, une importante étude a été menée pour étudier l'architecture de ce xyste, qui témoigne des réparations et des reconstructions apportées au monument durant son utilisation jusqu'à l'époque impériale. Tous ces travaux ont abouti à de nombreuses publications qui sont parues au cours de l'année 2020. Je vous présente ici une sélection parmi la vingtaine d'ouvrages parus en 2020. Toutes les collections ont été actives et je veux aussi vous présenter un petit nouveau, la collection Épitomée, qui se donne pour objectif de porter à la connaissance du grand public, en anglais, en grec et en français, les résultats des recherches menées par l'École française d'Athènes, qu'il s'agisse d'ailleurs de sujets d'archéologie ou d'histoire, toutes périodes confondues. Le dynamisme du service des publications de l'École française d'Athènes a également permis de faire naître cette année, avec le réseau des écoles françaises à l'étranger, une toute nouvelle publication numérique, le Bulletin archéologique des écoles françaises à l'étranger, qui paraît en ligne sur la plateforme Open Edition. Il a commencé à paraître à la fin de l'année 2020 et il sera alimenté par les rapports archéologiques des 5 écoles, si bien qu'il regroupe ainsi toute l'actualité des recherches archéologiques menées par ces institutions qui, jusqu'ici, les publiaient séparément et sur divers supports. Et on a donc ainsi une publication qui couvre tout le pourtour méditerranéen, mais aussi les Balkans et les activités menées par les écoles françaises à l'étranger en Asie. Pour la Grèce et pour le travail de l'École française d'Athènes, tout en faisant des liens avec les archives de l'École française d'Athènes, cette nouvelle revue est aussi, par ses référentiels numériques, un pont avec la chronique des fouilles en ligne, qui paraît, elle, toujours en partenariat avec la British School of Athens, pour recenser toute l'information sur les fouilles menées sur le territoire grec, cette fois par toutes les institutions actives en archéologie. Et notre chronique des fouilles n'a cessé d'améliorer son interface numérique au cours du confinement. Les recherches de la section moderne et contemporaine ne sont pas en reste dans cette activité de 2020. Le nouveau bulletin de correspondance hellénique moderne et contemporain,
qui paraît lui aussi en ligne sous la forme d'une revue numérique sur la plateforme Open Edition, a déjà gagné de nombreux lecteurs avec 2 numéros parus. C'est donc le petit frère du grand BCH pour l'Antiquité. 2 numéros parus qui contiennent des dossiers thématiques, l'un sur le mariage en Méditerranée et l'autre sur l'orthodoxie. Alors, sa préparation pour cette revue numérique, le bulletin de correspondance hellénique moderne et contemporain, sa préparation est assurée par une large équipe scientifique qui implique les membres de l'école en lien avec le service des publications. Les programmes de recherche de la section moderne et contemporaine se sont poursuivis aussi, tant bien que mal, malgré la fermeture des centres d'archives. Le programme sur l'armée d'Orient et son SIG, le programme sur les échanges musicaux franco-grecs, avec une exposition qui se tient d'ailleurs dans quelques semaines à la Villa Kyrillos, mais aussi le programme Visual Salonika sur l'étude du spectacle cinématographique et ses publics à Thessalonique au début du XXe siècle, qui est un programme qui réinterroge par ce biais l'histoire de la ville. Plusieurs de ces programmes, qui arrivent à leur terme, ont maintenu leurs conclusions par l'organisation de colloques en ligne. C'est le cas du programme Bibliotheca Academica Translationum sur la circulation de l'érudition classique dans l'Europe des XVIIIe et XIXe siècles. Le programme sur les médiateurs culturels a lui aussi donné lieu à un colloque de synthèse en partenariat avec l'Ethniko Idrima Erevnon à la fin de l'année 2020. Le programme Bérard Boissonnas sur l'Odyssée a produit, lui, une exposition virtuelle. D'autres encore se poursuivent sur le champ ecclésiastique dans la Crète vénitienne, sur les normes religieuses, sur l'Antiquité grecque dans les expositions universelles, sur Fauvel et sa collection, sur l'histoire du mariage en Méditerranée, sur la société myconiate à l'époque des grandes fouilles de Délos à la fin du XIXe siècle, sur l'histoire des entreprises françaises en Grèce, sur l'histoire des collections privées, comme celle de la famille Gilliéron, dont l'École française d'Athènes est dépositaire d'importantes archives. Plusieurs de ces programmes ont produit des bases de données qui sont accessibles sur le site internet de l'École française d'Athènes, comme le programme Cartographier la mémoire, qui s'est achevé en 2020 par la mise en ligne d'une carte interactive recensant les enfants juifs des écoles de Thessalonique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et également le programme Hot Heritage sur le patrimoine ottoman en Grèce, ainsi que l'Atlas social d'Athènes, dont l'équipe n'a pas démenti son activité en 2020 avec de nouvelles notices, toutes activités et travaux que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de l'École française d'Athènes. Et à Athènes, au numéro 6 de la rue Didot, que font les services de l'École française lorsqu'ils n'accueillent pas de lecteurs à la bibliothèque, lorsqu'ils n'accueillent pas de doctorants en formation ni de chercheurs à la maison des hôtes? Eh bien, même en confinement, l'école reste débordante d'activités. Alors, activités numériques pour une grande partie, car c'est aussi une autre manière de créer des liens, qu'il s'agisse de visioconférences ou encore de référentiels qui connectent les données et qui les rendent toujours plus accessibles. Avec les séminaires en ligne, nous avons poursuivi nos partenariats et même amplifié notre audience. La vidéothèque de l'école s'est enrichie de très nombreux contenus et la nouvelle salle de conférence dont l'étude sera bientôt planifiée pour une prochaine reprise des travaux devra tenir compte de ces nouvelles modalités de connexion qui s'ajouteront désormais au présentiel. De nombreux colloques ont pu se tenir en visioconférence ou en format hybride tout au long de l'année, faisant vivre avec ténacité les programmes en cours qui doivent s'achever avec la fin de l'actuel plan quinquennal en 2021. Avec les évolutions de la chronique des fouilles en ligne, avec la réorganisation de la plateforme Archimage qui permettra une meilleure utilisation des archives de l'école, avec le nouveau système de référencement de la documentation de la bibliothèque, avec le développement des publications numériques. C'est, vous le voyez, toute une politique en faveur de la science ouverte que l'École française d'Athènes met en œuvre pour une communauté de chercheurs qui est pensée à une échelle internationale et en lien avec le réseau des écoles françaises à l'étranger. Toute cette énergie déployée a permis de continuer à tisser des liens, de soutenir avec dynamisme le rayonnement de l'école pendant cette période difficile.
Toutes et tous n'en aspirent pas moins à retrouver la sociabilité qui nous réunissait si facilement avant la pandémie. Mais nous nous sommes tout de même retrouvés pour célébrer au cours de l'été 2020 des départs et des arrivées. 2 nouveaux directeurs des études sont arrivés, Lauriane Sève pour la section antique et byzantine et Gilles de Rapert pour la section moderne et contemporaine. Ils ont succédé à Amélie Perrier et à Tassos Anastasiadis qui ont rejoint leurs universités respectives, l'une à Orléans et l'autre à Montréal. Parmi les membres, Angelos Dalachanis, qui était membre de 4e année, a été recruté au CNRS et Gilberto da Silva, membre brésilien, a réintégré son université à São Paulo. Sylviane Dedrix a rejoint l'école française comme membre belge au début de l'année 2020 pour un projet de recherche qui porte sur le matériel et les pratiques funéraires de Malia. Et Liliana Jordanova est entrée à l'école française d'Athènes à l'issue du concours comme membre de première année. Son projet de recherche porte sur la transition entre l'époque byzantine et la période ottomane qu'elle étudie à travers l'architecture religieuse dans les Balkans du Sud-Ouest au XVe siècle. Au service des publications, Iris Granet-Cornet est arrivée à l'école française d'Athènes venant de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Et puis, il y a eu au cours de cette année 2020 les départs à la retraite que nous n'avons malheureusement pas pu fêter collectivement, celui de Vivi Limberopoulou à Athènes et celui d'Elena Stefanova à Délos. En 2020, nous avons aussi préparé notre contribution aux commémorations du bicentenaire de l'indépendance grecque, en espérant qu'en 2021, tout redeviendrait possible. Alors, beaucoup d'événements se sont finalement organisés en ligne et l'école a tenu, par sa propre programmation, à réaffirmer son amitié avec la Grèce. Nous espérons le faire encore au mois de septembre prochain avec 2 événements. L'école française d'Athènes est partenaire du musée du Louvre pour l'organisation de l'exposition La naissance de la Grèce moderne, dont l'inauguration est prévue à Paris à la fin septembre au musée du Louvre. C'est un voyage dans le temps qui retrace les liens culturels, diplomatiques et artistiques qui unissent la Grèce et la France au XIXe siècle, en mettant en lumière la façon dont le regard des Européens sur la Grèce se transforme avec la redécouverte de l'Antiquité grecque. Les collections archéologiques issues des grandes fouilles de Delphes, de Délos, de Thasos y sont bien représentées, de même que plusieurs documents d'archives issus des collections de l'École française d'Athènes. Le deuxième événement est tout simplement, au mois de septembre prochain, la célébration des 175 ans de l'École française d'Athènes, qui sera pour nous l'occasion de commémorer 175 ans d'amitié franco-grecque, au cours desquels l'école s'est montrée fidèle à l'injonction gravée sur sa stèle de fondation en 1846, par reconnaissance pour la Grèce antique et par amitié pour la Grèce moderne. Alors, dans cette ambiance commémorative, qui met à l'honneur en 2021 le philhellénisme, un orateur, je crois, s'imposait pour la seconde partie de cette conférence annuelle. Un orateur qui est représentatif à la fois de cette profonde amitié franco-grecque et en même temps de la nécessaire distance analytique, distance critique qui est celle de l'historien, d'où qu'il parle. J'ai le grand honneur de souhaiter la bienvenue ce soir à Gilles Pécou, qui est en léger différé avec nous depuis l'ambassade de France à Vienne. Gilles Pécou est ancien membre de l'École française de Rome, où il a développé ses premiers travaux sur la politisation du monde paysan dans l'Italie du XIXe siècle, devenant l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire de l'unité italienne, un sujet qui entretient de nombreux parallèles, comme on le sait bien, avec la question de l'indépendance grecque. Devenu professeur à l'École normale supérieure et directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où il est titulaire d'une direction d'études sur l'histoire politique et culturelle de l'Europe méditerranéenne au XIXe siècle, il s'est à plusieurs reprises intéressé à la Grèce et au philhellénisme. Nommé recteur de l'Académie de Paris en 2016, puis ambassadeur de France en Autriche en 2020, il apporte sur ces questions un point de vue enrichi par une expérience de grand serviteur de l'État pour nous parler du philhellénisme comme amitié politique méditerranéenne à la fin du XIXe siècle.
Je lui laisse la parole. Restez en ligne pour la deuxième partie de cette conférence annuelle de l'École française d'Athènes. Merci beaucoup, Gilles, d'être avec nous ce soir pour cette conférence.